fois la guerre du Liban a éclaté, je me suis retrouvé à Beyrouth, j'ai dit, il faut que j'aille au collège leur dire merci. Et puis je vois le père Marencin arriver, d'une voix tremblante, il me dit, oui, monsieur l'officier, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Alors je le regarde là dans les yeux, je dis, père Marencin, c'est moi, c'est Jacques. Alors il me touche le visage de ses deux mains, je suis plein d'émotions. Il me dit Jacques et il m'embrasse et c'était, je dirais, les grandes retrouvailles. Pour moi, c'était, je dirais, le summum. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors on a l'habitude de vous solliciter pour des commentaires, des analyses à caractère sécuritaire, bien entendu, puisque c'est votre domaine de prédilection. Mais ce matin, eh bien aujourd'hui, nous allons parler de votre dernier ouvrage qui est paru il y a quelques semaines à peine en français. Il s'intitule Le Libanais, on va le voir à l'écran, Le Libanais, itinéraire d'un juif de Beyrouth à Jérusalem aux éditions VA et que vous avez publié donc il y a quelques semaines à peine. On va parler de cet ouvrage qui, est-ce que je me trompe ou c'est probablement l'ouvrage parmi ceux que vous avez écrits, c'est le troisième que vous publiez en français, qui est le plus intime, le plus familial ? Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas je dirais, ce n'est pas une autobiographie, mais c'est un rappel de mon enfance passée au Liban. Et donc, ce passage-là de l'enfance au Liban à l'âge adulte en Israël, et avec les séquelles qui sont restées, je dirais, de ce séjour de Libanais, qui m'ont marqué pendant toute ma vie et qui me marquent encore. Et le fait, c'est que comme partout où je suis introduit, on dit automatiquement, il vient du Liban, il vient du Liban. Alors, on a quitté le Liban, mais le Liban ne m'a jamais quitté. Oui. Alors effectivement, d'une certaine manière, effectivement, on va parler justement donc de votre famille parce qu'on en parle beaucoup dans ce livre. On découvre votre famille, on découvre vos parents, en particulier, on va dire votre père. Une famille qui est un peu hors norme, hein, il faut bien avouer au Liban, puisque votre père est ashkénaze, il est d'origine russe, de Crimée. Votre mère est séfarade, on va dire, puisqu'elle est originaire de Rhodes. Comment se sont-ils rencontrés, vos parents ? Alors, mon père avait été déjà marié à une Russe et malheureusement, sa première femme a été assassinée par un des employés de la maison là et mon père ne pouvant pas rester seul pendant trop longtemps à chercher comment combler ce vide. Alors comme il était sur la terrasse de sa maison, il a remarqué dans la terrasse d'en face qu'il y avait une femme qui fumait. Et puis cette femme ne lui avait plu, alors il a décidé de faire sa petite enquête. Et puis il est allé directement chez ma grand-mère pour lui demander la main de ma mère. Oui. En fait, c'était pas la main de ma mère, il avait demandé la main de ma tante Virginie. Oui. Et ma grand-mère lui avait dit, Virginie, elle est folle, elle n'est pas pour toi, tu prendras Julien. C'était ma mère. Et ma mère, naturellement, avait reçu un coup de massue sur la tête en entendant cette nouvelle. Mais ce mariage-là, mon père lui avait dit, c'était à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Et mon père lui avait dit, j'ai deux petits hôtels à Beyrouth, tu vas les gérer, ça sera entre nous un mariage d'association. Effectivement, c'était ce qui s'est passé entre les deux. Et c'est ce qui les conduit à s'installer donc à Beyrouth. Alors l'histoire de mon père est un peu bizarre, Ouais. parce que selon ce que j'ai réussi, enfin il est décédé quand j'étais trop jeune, donc j'ai pas eu le temps d'enquêter, et mes grands frères non plus ne savaient pas trop à propos de son histoire. Mais ce que je comprends, c'est qu'il était tout le temps, il avait quitté la Crimée après la Révolution russe. Il était resté quelque temps à Istanbul et puis ensuite il se retrouvait au Liban, marié avec deux petits hôtels et il faisait tout le temps le trajet entre Beyrouth et Haïfa, donc la Palestine d'alors, jusqu'en 39 où les Anglais l'avaient arrêté à la frontière et l'avaient incarcéré dans un camp au sud de Sidon et il devait se libérer en payant un certificat de plus de 1000 livres libanais, ce qui était énorme à l'époque. Et donc, à partir de là, il est resté bloqué au Liban et puis il est mort au Liban.
Alors, Alors, quant à ma mère, l'histoire est différente. C'est la crise économique mondiale qui frappe tous les États du monde et en particulier l'île de Rhodes. Donc, les Juifs de Rhodes commencent à émigrer. La plupart d'entre eux quittent pour l'Afrique et pour les États-Unis et l'Amérique du Sud. Mais mon grand-père, qui était un grand peureux, ne voulait pas s'aventurer ni en Afrique ni aux Amériques, c'était trop loin pour lui. Il s'était rappelé qu'il avait une sœur qui était mariée à un Libanais à Beyrouth. Il a dit à ma grand-mère, je vais me renseigner là-bas, je vais essayer de vivre là-bas un certain temps. Si tout va bien, vous allez me rejoindre. Et effectivement, un an après, toute la famille avait quitté l'île de Rhodes pour le rejoindre à Beyrouth. Et de là, je dirais, le hasard a fait que leur appartement, leur maison était tout juste voisine de la maison de mon père. Et comme je l'ai raconté plus tôt, c'était tout simplement un mariage d'association, un mariage de raison, plutôt qu'un mariage d'amour. oui, parce que vous présentez votre père, on a parfois l'impression, dites-moi si je me trompe, que vous réglez un peu vos comptes avec votre père dans cet ouvrage, parce que bon, votre père, c'est une personnalité un peu hors du commun, hein, il faut bien avouer. Il était effectivement, c'était je dirais, ça, une personnalité hors du commun. C'était, je dirais, presque un génie. Il parlait 12 ou 13 langues déjà. Donc, c'était mon grand concurrent dans le domaine des langues parce que les langues slaves étaient sa prédilection, c'était le yiddish aussi. Et c'était un grand vivant. C'était un grand vivant. Il aimait vivre, il aimait la vie. Puis c'était et il voulait naturellement. Il ne savait pas comment gérer ses hôtels, il savait pas. Et puis c'était pour lui, c'était aller au casino, aller dans les cabarets, tout ça. Et puis le métier qu'il avait, c'était un métier d'impresario. Donc comme impresario, il était tout le temps dans le monde des artistes, dans le monde des cabarets, dans le monde du spectacle, ce qui naturellement l'éloignait de la maison. Pour vous dire que je ne l'ai jamais vu. La seule fois où je l'ai vu à l'école, c'était quand nous étions, mon frère et moi, déclarés malades, je ne sais plus quelle maladie contagieuse, et puis ils avaient demandé à ma mère de venir nous prendre. Ouais. Et mon père l'avait accompagné. Et je me rappelle très bien, quelqu'un m'avait demandé, mais qui c'est ce monsieur-là? Alors, comme j'avais honte, je ne voulais pas dire que c'était mon père parce il avait l'air très vieux. Alors, je dis non, c'est un ami de la famille qui a accompagné ma mère. Mhm. Alors, Alors, effectivement, j'ai un grand compte à régler avec mon père parce que il a tout simplement rendu ma mère malheureuse pendant ces années de mariage. oui, alors effectivement, c'est très bien expliqué dans votre livre. Et peut-être c'est l'occasion, justement, puisqu'on parlait justement de vos origines familiales, de révéler une fois pour toutes votre nom d'origine, puisque vous ne vous êtes Alors, pas appelé mon nom Jacques d'origine, Neria depuis le non, début. Non, Jacques Neria, c'est le nom qui m'a été imposé quand j'ai été attaché militaire à Paris, parce que selon les régulations de l'époque, Mhm. Ben Gurion avait établi ça, on ne quittait pas le pays pour aller être en mission à l'étranger avec un nom qui était un nom de la diaspora. Donc, Reinich ne convenait pas Mhm. à un attaché militaire, donc il fallait changer. J'ai joué un tout petit peu avec les lettres. Et puis j'ai trouvé Neria, dit bon Neria ça va, et c'est comme ça que je me suis appelé depuis 1986 Jacques Neria et non plus Jacques Reinich. Alors, Et j'ai demandé à mes enfants qu'une fois mon heure venue, que sur ma tombe soit écrit Jacques Reinich entre parenthèses Neria. voilà, eh bien c'est important de le souligner. Alors, on va avancer dans le courant de votre vie. Vous parliez de ces problèmes au sein même de votre foyer, des tensions entre votre père et votre mère, et vous vous retrouvez avec votre frère, vous étiez 4 frères, vous vous retrouvez avec votre frère dans un pensionnat, dans un collège, qui était un collège de haut niveau, on peut dire, hein. C'était un bon collège. Et c'est le collège Saint-Joseph d'Antoura où j'ai passé plus de 11 ans de ma vie. C'est le collège qui m'a formé, qui m'a donné qui a formé mon caractère, ma personnalité, mes habitudes. Je me réveille toujours chaque matin à 6 heures du matin. C'est comme si c'était que j'étais au pensionnat. Et la seule exception, c'est c'est le jeudi et le samedi où je me réveille à 6h30. C'est l'habitude. C'était le collège qui excellait dans la formation des cadres libanais, des présidents, les ambassadeurs, les diplomates qui étaient sur place.
Et puis je me rappelle très bien quand j'étais revenu là-bas en 1982 durant la première guerre du C'est Liban. ça. Alors je vous racontais effectivement, c'est très émouvant ce chapitre dans lequel vous racontez votre arrivée, c'est-à-dire Israël pénètre dans le Liban dans la première guerre du Liban et arrive jusqu'à Beyrouth. Et vous, 2 mois plus tard, eh bien vous arrivez et vous retrouvez ce collège en tant qu'officier colonel de l'armée israélienne. Vous retrouvez le père supérieur qui vous reconnaît et qui ne vous a pas oublié. Racontez-nous. Alors, écoutez, je dois une grande dette à ce collège-là. C'est ce collège-là, surtout au père Baransin, le supérieur de l'école, qui a insisté, qui insistait tout le temps, une fois qu'il me voyait, il me dit Jacques, et mon frère, il l'appelait Bob, Robert. Et vous deux, vous devez aller en Israël. Votre place, c'est en Israël. Ce n'est pas ici, ni en France, ni partout ailleurs. Vous allez en Israël. Et puis, c'était tout le temps. Et puis, quand la guerre des 6 jours avait éclaté, il y avait eu des émeutes à Beyrouth. Et il avait téléphoné à ma mère et dit, je ne laisse pas vos 2 enfants partir à la maison. Je les garde chez moi, sous ma garde à moi, personnelle. Ne vous en faites pas, madame. Ils sont protégés. Effectivement. Et C'était, je dirais, cette attitude qui m'a beaucoup plu et puis qui m'a impressionné durant toute ma vie, cette espèce de dévouement du supérieur envers nous. Je me doutais même, il nous rappelait des fois, il venait vous savez que demain vous avez Pourim, hein, il faudrait aller à la maison. Vous avez la fête de Pâques qui arrive, bientôt. Kippour, attention, si vous ne jeûnez pas, vous allez être puni par moi-même. Donc, il avait même, il s'était engagé à nous protéger, mais complètement. Et je dirais, cette dette-là, une fois la guerre du Liban a éclaté, je me suis retrouvé à Beyrouth, j'ai dit, il faut que j'aille au collège leur dire merci. Effectivement, j'arrive au collège là-bas. Et on me voit en uniforme avec mes soldats sur place. Alors tout le monde avait pris peur parce qu'ils pensaient que nous allions venir envahir l'école et la transformer en position d'artillerie ou en position des renseignements. Et je les ai calmés, puis on nous amène au parloir, on me dit attendez ici, on attend, et puis d'un coup je vois quelqu'un qui s'amène, mais je le reconnais, je dis mais c'est Antoine, il était avec moi dans la même classe. Et je me rappelle qu'il avait en terminale, il avait décidé de devenir prêtre. Et effectivement, je le vois en prêtre. Alors on se donne l'accolade. Et il me dit, écoute, il y a le père Marensin qui est là, il arrive, il a un tout petit peu peur, ne t'étonne pas, et puis il est un peu aveugle. Je dis, d'accord, j'attends sur place, et puis je vois le père Marensin arriver, accoudé à Antoine, il titube, il marche très mal, et puis il arrive chez moi, et puis d'une voix tremblante, il me dit, oui, monsieur l'officier, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Alors je le regarde là dans les yeux, je dis, père Marensin, c'est moi, c'est Jacques. Alors il me touche le visage de ses 2 mains, je suis plein d'émotions. Et attendez un moment. Et il me dit Jacques, et il m'embrasse. Et c'était, je dirais, les grandes retrouvailles. Et pour moi, c'était, je dirais, le summum. Et il faut avouer, il était très pro-israélien, hein, il faut le dire. Non seulement très philosémite, mais aussi pro-israélien. Tout à fait, tout à fait. Je dirais, heureusement qu'il est mort et qu'il n'est plus là pour donner des comptes aux Libanais. Il haïssait tout ce qui avait un rapport aux Arabes. Je dirais, il voulait même inculquer cette hostilité dans ma personne à moi. Et si jamais, je dirais, il aurait entendu que j'avais discuté ou négocié avec Arafat, je dirais que j'aurais été puni et en retenue au collège. Alors, on peut, à travers les lignes, dans votre ouvrage, comprendre un peu ce qui se passe pendant cette période de clé, on va dire à partir 56, 67 et surtout après 67, une sorte de déclin de la communauté juive libanaise, et puis votre décision de partir après en 68, après, on va dire, une détérioration des relations envers l'État d'Israël, bien entendu. En effet, vous savez, l'État libanais a basculé à partir des années 50, de la moitié des années 50, dans un nationalisme arabe exacerbé. D'un côté, au début, c'était le nasserisme, ensuite c'était les Palestiniens, ensuite c'était la Syrie,
Et au fur et à mesure que le Liban basculait dans cette sphère-là, les relations entre l'État, le gouvernement et la communauté juive devenaient de plus en plus tendues. Ma mère, qui jouissait à l'époque d'une liberté totale concernant ces deux hôtels-là, se voyait puis, soudain, je dirais, limitée. Il y avait des contrôles qui venaient chaque jour. On demandait les papiers à tous les locataires et on commençait à faire des difficultés, ce qui rendait la vie impossible. Et en parallèle, on voyait très bien que l'autre juif qui était aussi sous l'impression que l'État libanais était devenu beaucoup plus extrême dans ses relations avec la communauté juive, on commençait à quitter. La communauté juive au Liban en 48 comptait aux environs de 20 à 30 000. En 68, quand j'ai quitté, nous étions 200 jeunes juifs dans un seul avion. Et puis, on s'est retrouvés quelques petits milliers. Et en 82, quand je suis revenu au Liban, il en restait 50 ou 60 de juifs qui restaient sur place. Et c'est là, naturellement, où j'ai rencontré le président ou le secrétaire de la communauté juive, le docteur Eli Khallah. Et je le vois sur place, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Alors il me dit, mais moi, je gère les biens de la communauté juive. Je lui dis, mais écoutez, mon cher ami, vous êtes en danger, prenez vos affaires et quittez ce pays-là. Ce pays-là n'est pas pour vous. Il me dit, ne vous en faites pas, ma famille est déjà en France. Je dis, mais votre famille est en France, mais vous êtes là, sur place. Il ne m'a pas cru, il m'a regardé de haut, puis il dit, qui c'est ce colonel qui me donne des ordres et tout ça. Bref, je suis reparti. Je me suis dit, c'est dommage, ce docteur Khalak ne va pas survivre. Effectivement, presque un an après, il a été kidnappé par Amal, par les milices chiites. Et pendant un an, ils l'ont gardé, ils l'ont séquestré. Et puis ensuite, ils l'ont exécuté. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas retrouvé son corps. Alors, votre alia, vous la racontez bien entendu donc en 1968, le passage par Istanbul, l'arrivée en Israël, et cette volonté acharnée de devenir véritablement israélien, d'endosser pleinement cette identité israélienne, c'est ça qui vous a d'une certaine manière dirigé vers une carrière militaire à l'intérieur des renseignements? Écoutez, déjà en quittant le Liban, je me rappelle très bien, en préparant mes affaires, je vais acheter des shorts, des pantalons courts, des sandales, parce qu'il fallait ressembler aux Israéliens. Et puis, effectivement, j'ai tout fait pour qu'on oublie mon identité libanaise. Et malgré tout, je suis resté le Libanais envers tous ceux qui me connaissaient. Alors, ma carrière militaire est un hasard, c'est une coïncidence parce que à la base, je voulais être un artiste, un peintre, et je pensais aller étudier à Bezalel. Et puis c'était mon frère aîné qui m'avait convaincu. Il dit non, il faut que tu ailles étudier les langues orientales, l'histoire du Moyen-Orient. Tu pourras être beaucoup plus utile pour l'État israélien. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et puis je me suis retrouvé automatiquement engagé à l'armée. Alors 3 mois après mon arrivée en Israël, j'ai reçu une convocation de l'armée. Alors nous étions à l'époque près de 200 juifs qui étaient arrivés du Liban. Et à partir du moment où nous avons reçu la convocation, nous sommes restés, je pense, une dizaine. Tout le reste avait pris la fuite parce que c'était la guerre d'usure à l'époque. Et donc, il y avait trop de gens qui mouraient dans la guerre avec les Égyptiens et les Syriens. Donc j'étais engagé dans l'armée une fois mes études à l'université terminées. Et puis c'est le hasard qui m'a tout simplement poussé de l'avant tout le temps. Chaque fois que je voulais quitter, on venait vers moi, on me dit écoute, il y a une position qui est très intéressante, reste sur place. Alors je suis resté sur place de 68 jusqu'en 93, en 92. En 92, quand j'ai compris que finalement je faisais partie de la clique du général Amnon Shachak Zichrono Livracha,
et que en conséquence je ne saurais pas être promu parce que Ehud Barak me considérait comme un des alliés de Barak, de et Charac. il m'a retrouvé une semaine après comme conseiller diplomatique d'Yitzhak Rabin. Oui, alors je précise tout de suite à nos auditeurs que s'ils veulent connaître en fait l'histoire de votre passage justement dans l'entourage d'Yitzhak Rabin pendant ces années de 92 à 95, ils ne vont pas trouver dans le livre beaucoup d'anecdotes. Ces anecdotes, elles sont dans l'autre ouvrage que vous avez écrit entre Rabin et Arafat, qui se rapporte à cette période plus spécifiquement. Mais effectivement, aujourd'hui, Jacques, avec on va dire, la maturité, l'âge qui avance. Est-ce que cette identité libanaise, vous la revendiquez avec une certaine fierté ? Écoutez, d'abord, certainement, je n'ai pas honte d'être libanais ou d'être d'origine libanaise. Je n'ai pas honte. Mais simplement, ce qui me gêne, c'est le fait que, après avoir passé 50 ans, presque plus, un demi-siècle en Israël, on me considère toujours comme le Libanais. Donc, c'est comme je dis, c'est une espèce d'étiquette dont je n'arrive pas à me débarrasser. Et je voudrais m'en débarrasser parce que la seule façon de le voir, et moi je le considère, je dirais que ma deuxième génération, mes enfants qui sont nés ici en Israël, sont 100% israélien, alors que moi, je suis resté le Libanais. Chaque fois qu'il y a quelque chose, je dis, ah, toi, tu viens du Liban, tu dois connaître les choses un peu plus et tout ça. Donc, même comme commentateur sécuritaire, quand il s'agit du problème libanais, on s'adresse directement à moi parce que je suis censé connaître le Liban beaucoup mieux que ceux qui l'étudient à l'université. Une dernière question, cette fois on redemande, on vous repose une question en tant qu'analyste. L'avenir du Liban, on peut encore sauver le Liban à votre avis, de votre place d'ici, d'ancien officier des renseignements israéliens. Est-ce que le Liban est un pays qui est définitivement perdu ? Pour sauver le Liban, il faut que Hezbollah disparaisse. Et comme ce Hezbollah ne va pas disparaître, malheureusement, au grand maximum, nous arriverons à une cantonisation du Liban où il y aura des enclaves chrétiennes, des enclaves sunnites, des enclaves chiites et qui vont vivre en coexistence. Et puis parce que autrement, je dirais dans le cadre du Liban indépendant de 1943, le Liban de cette époque-là, qui était déjà je dirais un État artificiel créé par le mandat français, ne pouvait pas survivre le choc sous l'onde de choc de l'islam et du nationalisme arabe. Donc de ce point de vue-là, le Liban n'a pas d'avenir. Comme Liban, il a un avenir complètement différent qu'on retrouvera certainement dans cette cantonisation que je pense, ou au cas où un vrai désastre atteignait le Liban. Je pense que le Liban devrait être géré par une commission internationale comme la communauté internationale l'a fait à Kosovo, et ce serait de la même façon qu'il faudrait gérer le Liban, parce que dans sa corruption, dans sa politique, dans son attitude sectaire, dans son hostilité chiite, sunnite, chrétienne, 17 communautés différentes qui veulent se partager le gâteau national. Ça ne va pas marcher, ça n'a jamais marché et ça ne marchera plus. Eh bien, Jacques Neria, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, donc à l'occasion de la publication de votre ouvrage, comme je le disais, probablement le plus intime de vos ouvrages, Le Libanais, qui raconte surtout l'histoire de votre vie, votre jeunesse en particulier, votre alia et celle de votre famille. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Je rappelle, Le Libanais, publié aux éditions VA, l'itinéraire d'un juif de Beyrouth à Jérusalem. Merci encore, Jacques Neria. Bonne continuation et bonne fête de Shavuot. Merci. Au revoir.